Vous écoutez Radio Lomé, il est 12h30. Magazine pluriel. Juliette Kamde. Madame, Messieurs, bienvenue dans cette édition. Valorisation de la ressource humaine, le chef de l'État, Faure Sozimna Zingbe, a intégré le volontariat dans la politique nationale de développement. Plusieurs fêtes traditionnelles ce samedi dans la région maritime. On célèbre Dounényonzan dans le Grand Lomé, Rogbezan dans le Yoto, Festafa, Festival du Tantam Parlant, dans la V et Mauvezan à Mauvé dans la préfecture de Haro. Ce samedi 19 août marque la journée mondiale de l'aide humanitaire. Elle rend hommage à ceux qui ont perdu la vie au cours de leur engagement humanitaire. Et nous aurons deux invités dans cette édition. D'abord, Maître Sylvestre Gossou, expert consultant, explique les tests qui régissent et sanctionnent le blanchiment des capitaux. Ensuite, Damitotine Tienibe, militaire retraité. Il a eu son bac cette année à l'âge de 55 ans. Il nous raconte son histoire. Les autres rubriques du journal Magazine Pluriel sont les échos du palais, les sports et la revue de presse. Mettre en valeur les ressources humaines pour améliorer les conditions de vie des populations préoccupe le chef de l'État, Faure Sozimna Zingbe. Il a intégré le volontariat dans la politique nationale de développement en créant notamment l'Agence nationale du volontariat au Togo, ANVT. Divers types de volontariat ont donc vu le jour. Nabara, Nafara, Noudar. Commençons par l'ANVT qui a remplacé le programme national du volontariat Provonat. En début d'août 2023, la 18e vague de 684 nouveaux volontaires nationaux de compétences VNC ont prêté serment. Le nombre de VNC est donc porté à 24 214. Ceux-ci vont être déployés dans plusieurs secteurs de développement à l'instar de l'éducation et la santé. Pour leur permettre de mieux assurer leur mission, des kits d'affectation leur ont été remis. Le Togo a désormais à son actif plus de 65 000 volontaires depuis 2011. Le pays compte également d'autres types de volontariat. Il s'agit du volontariat international, celui senior, d'engagement citoyen et jeunes bacheliers engagés récemment créé. Ce dernier a pour objectif de promouvoir auprès des nouveaux bacheliers les valeurs de paix et du vivre ensemble pour une citoyenneté active. Au total, 400 jeunes bacheliers volontaires ont été mobilisés pour la phase pilote. Ces jeunes, au cours de leur mission dans les différents secteurs, ont bénéficié de certains avantages. Une allocation forfaitaire de 20 000 francs CFA par mois pour le déplacement leur a été accordée. Ils ont également eu droit à des formations diverses. Des bourses d'apprentissage ont été aussi octroyées aux méritants. Pour promouvoir ces volontaires, plusieurs actions sont menées, notamment l'organisation du concours du meilleur volontaire de chaque année. Noudar, le volontariat est un acte altruiste et désintéressé. Il est un pilier fondamental du changement social et de construction d'une communauté solidaire. Il revêt une importance capitale dans la société moderne. D'abord, le volontariat agit comme un puissant ciment social en réunissant des personnes de différents horizons autour d'objectifs communs. Il favorise la collaboration et la coopération entre individus qui partagent une vision similaire pour leur communauté. Grâce aux projets et aux activités menées en groupe, les liens sociaux se renforcent, créant ainsi une atmosphère de confiance et de solidarité. Aussi, les initiatives de volontariat ont un impact profond sur les communautés locales et au-delà. De nombreuses organisations non gouvernementales, groupes de bénévoles et projets locaux ne pourraient tout simplement pas fonctionner sans la contribution vitale des volontaires. Ces derniers fournissent un soutien direct aux personnes dans le besoin, que ce soit en distribuant de la nourriture aux sans-abri, en offrant un soutien émotionnel aux patients hospitalisés ou en plantant des arbres pour préserver l'environnement. Le volontariat apporte ainsi une réponse rapide et ciblée aux défis qui se posent à la société. Il offre une occasion inestimable d'acquérir de nouvelles compétences et de renforcer celles déjà acquises. Les volontaires peuvent aussi développer leur leadership, leur sens de la responsabilité.
En s'impliquant dans des projets variés et en travaillant aux côtés de personnes aux perspectives différentes, les volontaires élargissent donc leur vision du monde et renforcent leur adaptabilité. Ils apprennent à travailler en équipe, à résoudre des problèmes, à prendre des initiatives et à gérer leur temps de manière efficace. Fête traditionnelle de ce week-end de Rogbezan ou fête du départ des natifs de la préfecture de Yoto, la 37e édition connaît son apothéose ce samedi. Un moment de retrouvailles entre filles et fils de la préfecture. Geneviève Pognon nous appelle de Tabligbo. Oui, Juliette. Nous sommes au CG-Ville 1 de Tabligbo où se déroule la 37e édition de Rogbezan. C'est sous une pluie battante que les populations de Yoto, chefs traditionnels, autorités administratives, politiques et groupes folkloriques sont sortis massivement pour réaffirmer leur attachement à leur richesse culturelle. Habillés pour la plupart en tenue traditionnelle et en uniforme pagne, les groupes folkloriques, à travers leurs danses et chants, animent cette célébration. Rogbezan, où la fête de l'Exode rappelle le départ des populations Wati de cette préfecture du royaume de Ouatien en 1720. Elle est pour les natifs de Yoto une affirmation de leur identité culturelle. C'est également un moment de retrouvailles pour les fils et filles de cette préfecture qui sont appelés à s'unir pour valoriser l'immense richesse naturelle et humaine de leur milieu. Les temps forts de cette célébration sont entre autres l'exhibition de l'Exode des Wati de Yoto, la remise de certificats d'honneur aux acteurs du développement de la préfecture et la remise des prix d'excellence aux meilleurs élèves de l'année scolaire écoulée. Sont présents à cette célébration le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Iou Wateba, et son collègue Kassa Traoré Zouria, sur des travaux publics représentant le chef de l'État à ces festivités. De Tabligbo, Geneviève Pognon pour Radio Lomé. Salim Lemon élu au lycée d'Adido Gomé où les communautés Bé, Aplao et Agonivé se retrouvent pour Dounignonzan. Salim. Nous sommes ici sur le terrain du lycée moderne Adido Gomé 2. Une foule nombreuse y est rassemblée pour célébrer l'apothéose de la 5e édition de Dounignonzan, une fête qui regroupe les communautés Aflao, Bé et Agouenivé. Dans cette ambiance festive, les populations assistent à la parade des chefs traditionnels et rois invités. L'attraction reste la parade du King Fiti I du Ghana. Il est accompagné de certains de ses notables, d'une représentation de la population de son royaume qui transporte des calebasses. On y retrouve du maïs et des épis de maïs, des coris, du manioc, du piment boébessé, des aubergines et des objets spirituels. King Fiti I est accompagné de ses tam-tams parlants, pagne traditionnel noué à la taille, un autre noué en bandoulière, laisse apparaître à son cou de gros colliers en perles assortis à ses pagnes et au bracelet de perles à ses poignets, sandales traditionnelles aux pieds et couronne posée sur la tête. Il parade devant la foule. Foule qui l'ovationne. Au rythme des tam-tams parlants, il répond aux adulations. Sans mot dire, il hoche la tête et salue la population en agitant sa queue de cheval. La parade finie, il va s'installer sur son trône royal en or massif, déplacé pour la circonstance. Juliette, les autorités gouvernementales sont arrivées. On note le ministre Kojo Adedje du commerce qui va représenter le chef de l'État fort et Sozimna Nyasingbe. Les activités donc de cette apothéose vont démarrer. Depuis Adido Gomé, Salim Lemou pour Radio Lomé.
Merci Solim. Les autres fêtes traditionnelles de ce week-end sont Festapa, le festival du tantam parlant dans la préfecture de Lavé et Beauvaisan à Beauvais dans la préfecture de Raro. Nos reporters sont sur les sites de célébration. Nous allons forcément y revenir. C'est la période des vacances, un moment pour aller se promener, des pratiques de balade en plein air. Cette activité physique modérée a des bénéfices sans doute aussi bien physiques que psychologiques. Bénédicte Kanda nous en parle. Moins de stress, plus d'énergie, de nouvelles idées et de l'air frais. La promenade est un passe-temps aussi dépaysant que revigorant, bon pour le corps et aussi pour l'esprit. Selon une étude menée par une chercheuse américaine et professeure de neurologie, la promenade apaise notre santé émotionnelle, autrement dit notre santé mentale. Tout au long de la semaine, notre esprit et nos émotions sont volontiers malmenés par nos sentiments négatifs comme la tristesse, la peur ou le stress. Et ceux-ci s'envolent plus rapidement grâce à la promenade. Donc, les émotions négatives diminuent fortement quand on prend l'air. La promenade est même décrite au sein de la recherche scientifique comme une expérience d'émerveillement. La balade est aussi bonne, sinon meilleure pour la santé que la course à pied. Selon une ancienne athlète professionnelle, bien marcher améliore la condition physique, la santé cardiaque, atténue la dépression, la fatigue, le stress et les douleurs physiques. Une bonne promenade a également des bienfaits sur nos articulations, notre endurance et notre circulation sanguine. Eh bien, aller se balader permet d'explorer de nouveaux horizons. Dans un prochain numéro, donc, Bénédicte Kanda nous parlera de comment adopter la promenade contemplative. Ce 19 août est honorée la Journée mondiale de l'aide humanitaire. Objectif, se souvenir de ceux qui ont perdu la vie pour la cause humanitaire. Une occasion également d'apporter secours à ceux qui sont dans le besoin et à ceux qui continuent d'apaiser la détresse et les souffrances des uns et des autres. Clarisse Tombité. Pour 2023, le thème est axé sur l'importance, l'efficacité et l'impact positif du travail humanitaire. Ce thème permet de rassembler les partenaires de l'ensemble du monde humanitaire afin de promouvoir la survie, le bien-être et la dignité des personnes touchées par les crises, ainsi que la sûreté et la sécurité des travailleurs humanitaires. L'événement vise entre autres à sauver des vies, atténuer des souffrances et à préserver la dignité humaine pendant et après des critiques provoquées par l'homme ou des catastrophes naturelles. Il s'agit aussi d'assurer l'assurance et la protection aux personnes vulnérables et de répondre aux besoins des personnes en danger. La plupart des violences ont eu lieu au Soudan du Sud, en Afghanistan et en Syrie. Ce chiffre devrait augmenter cette année en raison de la guerre russo-ukrainienne où les attaques perpétrées à la roquette et les bombardements continuent d'enregistrer beaucoup de victimes. Le peuple gabonais est appelé aux urnes le 26 août prochain. Comment organiser une élection transparente? C'est une préoccupation qui était au centre d'une conférence de presse hier à l'ambassade du Gabon à Lomé. La commission consulaire électorale a répondu aux questions de la presse liées aux conditions de vote des Gabonais au Togo. Hervé Sigbonou y était. Ils sont 347 électeurs inscrits sur la liste électorale au Togo. Le jour du vote, chaque électeur va choisir à Lomé le prochain dirigeant du Gabon à l'ambassade. Les dispositions sont déjà prises pour le déroulement apaisé et transparent du scrutin. Des précisions avec Sosten Ngokila, président de la commission consulaire électorale. Toutes ces conditions sont déjà réunies. Le bureau est installé. L'ambassade du Gabon au Togo couvre le Bénin et le Ghana. La diaspora béninoise vote au Bénin. Par contre, les Gabonais au Ghana votent à Lomé. Le président Ngokila appelle les électeurs à venir retirer déjà leurs cartes. Je faire appel à mes compatriotes inscrits sur les listes électorales de bien vouloir venir récupérer leurs cartes d'électeurs. S'il y en a qui traînent encore le pied, les cartes d'électeurs seront distribuées jusqu'au jour du vote. Donc le 26, ils peuvent venir toujours récupérer leur carte d'électeur avant de passer dans le bureau de vote.
La commission consulaire électorale de Lomé, après le vote, se chargera d'envoyer les procès-verbaux au CGE, Centre Gabonais des élections. Cette commission, formée de 5 membres issus des partis au pouvoir et de l'opposition, n'organise que le scrutin présidentiel à Lomé. Hervé, les principaux partis politiques de l'opposition du Gabon se mettent d'accord pour présenter un seul candidat, un candidat commun. Albert Ondo Ossa a été choisi face au président sortant Ali Bongo Ondimba à la présidentielle de samedi prochain. Kenya, à 2 semaines du sommet africain du climat, 300 ONG dénoncent l'influence du cabinet de conseil américain McKinsey sur l'ordre du jour de cette rencontre. Le sommet aura lieu du 4 au 6 septembre à Nairobi. Dans un courrier adressé au président kenyan, les ONG s'alarment de voir le sommet détourné au profit des préoccupations des pays occidentaux. Rubrique invitée à présent, la lutte contre le blanchiment de capitaux en assurance, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive ont fait l'objet d'une formation jeudi et vendredi à Lomé. À cet effet, Raoul Tetonyake a reçu Maître Sylvestre Gossou, docteur en droit, expert consultant. Il explique les tests réglementaires qui régissent le secteur du blanchiment des capitaux et les sanctions applicables. Bonjour, faites-nous un aperçu du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. Alors, le blanchiment des capitaux nuit au développement. Le blanchiment des capitaux trahit tous les efforts de privatisation, de développement, empêche que le pays ait une bonne image à l'extérieur, empêche les investisseurs internationaux étrangers de venir. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a une réglementation internationale qui oblige chaque pays à mettre en place des dispositifs de lutte contre le blanchiment d'argent sale. L'argent sale, c'est quoi? Des personnes qui vendent de la drogue, qui commettent des crimes, qui sont dans la contrefaçon, qui sont dans les trafics d'organes humains, qui sont des activités illégales, illicites, interdites, qui sont des crimes et qui vont gagner beaucoup d'argent en commettant ces crimes. Et le blanchiment consiste à recycler cet argent dans des circuits officiels en donnant à cet argent une apparence de propreté. Naturellement, c'est pas bon de tuer des gens. Naturellement, c'est pas bon de commettre des crimes. Et donc, ce processus se doit d'être combattu. D'où la lutte contre le blanchiment des capitaux qui est imposée aux assureurs et également imposée aux banques, aux sociétés de gestion et d'intermédiation au pays. Et naturellement, notre pays, le Togo, est évalué par le GIABA, le groupement intergouvernemental d'action contre le blanchiment des capitaux, qui est implanté à Dakar, qui est une institution de la CEDEAO. Et les pays sont notés. Donc nous devons travailler à ce que notre pays soit bien noté parce que ça contribue à enjoliver son image sur la sphère internationale, dans l'écosystème économique, politique et stratégique international. Dites-nous, quelle est la politique d'assainissement des pratiques commerciales? Cette politique consiste à détecter l'origine des fonds au niveau de chaque transaction. Par exemple, une compagnie d'assurance reçoit un client qui vient déposer 300 millions. Cet argent, ça vient d'où? Le monsieur, il est agriculteur, il est commerçant, il va à Dubaï, il a vendu du pain, il a vendu des ignames. L'argent vient d'où? Si la personne a travaillé honnêtement, on voit à partir des papiers, des documents que cet argent est propre. Si c'est de l'argent sale qui provient de crimes, de délits ou d'activités illicites, il y a des bégaiements, il y a des incohérences et la compagnie d'assurance ou le banquier se doit de faire une déclaration de soupçon à la cellule nationale d'information financière, la CENTIF, qui est une institution donc administrative qui dépend du ministère des Finances, habilité à recueillir les déclarations de soupçon. Eux, ils doivent conduire des enquêtes pour voir si c'est effectivement de l'argent sale. Si ça se confirme que c'est de l'argent sale, ils transmettent le dossier au parquet, donc qui est habilité à diligenter la procédure judiciaire. L'idée, c'est de décourager au maximum toutes les personnes qui veulent introduire de l'argent sale dans notre pays et qui détruisent notre économie. Quels sont donc les effets du blanchiment sur le développement? Incontestablement, quand vous avez monsieur A qui se réveille tous les matins, qui est marié, qui a 3 enfants et qui travaille honnêtement, et monsieur B qui dort et qui n'a pas une activité légale, licite et qui s'enrichit, on se rend compte que le monsieur A, il est pénalisé. Le blanchiment nuit incontestablement au développement parce qu'il corrompt l'économie et on introduit de l'argent sale dans l'économie. Alors, on dit souvent que le blanchiment, c'est une infraction de conséquence. C'est que des gens vont tuer, il y a des trafics d'organes humains, des gens qui pensent qu'on peut s'enrichir en allant donner aux féticheurs des testicules, des organes humains. Donc on va s'enrichir et donc quand on encourage le blanchiment, on encourage en amont tous les crimes qu'il y a.
Si je me dis le blanchiment c'est une bonne chose pour développer l'économie, j'encourage tous les crimes, toutes les activités illicites, le trafic de drogue. La drogue n'est pas une bonne chose en matière de santé publique. Donc incontestablement, ça va détruire l'économie, ça va détruire la société, ça va décourager d'ailleurs ceux qui se réveillent tôt et qui mènent des activités régulières. Il y a un directeur de banque au Niger qui m'a dit que l'argent sale, ça rattrape toujours. L'argent sale rattrape toujours. Donc nous devons faire l'effort d'assainir notre économie, d'encourager les citoyens et nos concitoyens à avoir des activités licites, d'encourager la production saine et assainir l'économie. Voilà. Parlez-nous des secteurs d'activité empruntés par les blanchisseurs. Le premier secteur qui est identifié, c'est le secteur bancaire. Parce que le banquier fait du commerce de l'argent. Les gens déposent beaucoup d'argent dans les banques. Et donc, de façon traditionnelle, de façon historique, les banques sont vulnérables au blanchiment d'argent. Ensuite, nous avons le secteur des assurances, parce qu'il y a des produits d'assurance qui sont des produits d'épargne, où vous pouvez aller placer 100 millions, 600 millions, des milliards de francs CFA et les reprendre. Et vous avez également l'immobilier. Dans notre pays, on peut faire construire un château sans une seule fois faire un virement, sans une seule fois faire un chèque. Et parfois même, quand vous faites construire des maisons dans les pays d'Afrique de l'Ouest, parfois vous faites un chèque au chef maçon, il regarde le chèque méchamment en se disant « bon, c'est pas du cash, etc. etc. » Il a été démontré que le secteur de l'immobilier est très vulnérable au blanchiment. Et vous avez les secteurs de services, les avocats, les notaires, les experts comptables, qui sont autant de domaines exposés au blanchiment des capitaux. C'est pour cette raison que toutes ces industries sont assujettis à la lutte contre le blanchiment des capitaux. C'est une obligation pour nous, avocats, de lutter contre le blanchiment des capitaux quand nous avons affaire à des clients qui ont des activités ou qui sont sur des transactions avec des fonds dont l'origine est suspecte. Quels sont donc les effets du blanchiment sur le développement? Alors, par exemple, les gens vont exercer une activité illicite, ils vont placer l'argent dans les compagnies d'assurance, mais en fait, c'est pas de vrai placement. Donc, je vais injecter 100 millions de francs CFA dans une compagnie d'assurance et je reviens 3 semaines après prendre l'argent et l'assureur ne me rembourse pas mon argent en cash. L'assureur va me faire un chèque ou un virement que je mets dans une autre banque. L'idée, c'est juste de brouiller les pistes. Ce sont des techniques. Ou par exemple, je vais voler une voiture de luxe qui coûte et après, je déclare la voiture volée ou je vais brûler la voiture. Ah, j'ai volé la voiture de luxe. Mais je n'ai que faire d'une voiture de luxe. Ce que je cherche, c'est le cash provenant de cette voiture. Donc, même au niveau de l'assurance dommage, on va pouvoir blanchir de l'argent en maquillant, en procédant de la fraude à l'assurance, en brûlant des biens ou en brûlant des usines. L'idée, c'est de pouvoir récupérer du cash et de dire, ce cash, je l'ai récupéré auprès de telle ou telle compagnie d'assurance. En cas de manquement aux contraintes réglementaires, y a-t-il des sanctions applicables aux assureurs? Il y a tout d'abord des sanctions administratives. Vous savez, l'assurance, c'est une activité strictement réglementée, constitutive de monopole et étroitement surveillée. Donc, il y a une autorité de contrôle au niveau des 14 pays de la CIMA qui est implantée à Libreville au Gabon. Le représentant ou l'instance qui représente cette entité est la Direction nationale des assurances qui est implantée au sein du ministère des Finances, donc dans les 14 pays. La DNA est habilitée à prononcer des sanctions disciplinaires. Suspension de l'agrément, ça c'est la sanction suprême, ou des sanctions pécuniaires. On peut condamner la compagnie à payer 500 millions de francs CFA par exemple, ou des blâmes ou des avertissements. Vous savez, pour une entreprise, des sanctions administratives, ça n'est pas souhaitable du tout parce que c'est de la mauvaise publicité. Les clients s'en vont, les partenaires s'en vont, le conseil d'administration est discrédité. Donc il y a ces sanctions qui sont à la disposition. Et parfois, quand la compagnie d'assurance se jette ou se mêle ou s'engage activement dans le blanchiment, on peut avoir des emprisonnements de dirigeants, ils peuvent être condamnés à des sanctions pénales, et ça, c'est les sanctions suprêmes. Donc les sanctions, la palette des sanctions est énorme, elle est très très large. Merci. C'est moi qui vous remercie et qui vous félicite pour votre travail. Merci à vous, Raoul Tetoniaki, et merci également à votre invité. Notre deuxième invité, c'est un élève, il est assez spécial, vous allez le découvrir. Il a 5 ans cette année et il vient de décrocher brillamment son bac 2. Son nom, Damitotine Tienibe, militaire retraité. Il s'est donné le plaisir de satisfaire un rêve, celui d'avoir lui aussi le bac. Écoutons son histoire, c'est avec un entretien de Alice Berthe Barandao. Bonjour Monsieur Damitotine. Bonjour Radio Lomé.
12,38 de moyenne au bac 2 et 11,62 au bac 1 un an avant, avec 0 sur 20 comme note en sport. Major Damitotine Tienibé, parlez-nous de l'émotion qui vous a animé le jour de la proclamation du bac 2. Oui, le jour de la proclamation des résultats, j'étais certain que je dois réussir. J'étais vraiment certain que je dois réussir et Dieu m'a aidé à réussir. Je ne m'inquiétais pas quand même, je savais que je devais réussir. Franchement dit, j'étais très content parce que je me suis dit, mon objectif est atteint. J'étais vraiment très heureux. J'étais très content. Pas moi seul, mais toute ma famille. Mes enfants ici étaient très très heureux. Et j'ai eu mes enfants qui ont dit vraiment que le BPC, ils n'avaient pas peur. Le bac 1, ils n'ont pas eu peur. Mais le bac 2, ils ont eu un peu peur. Et j'ai dit non, quand on a Dieu, tout est possible. Racontez-nous les grands moments de l'année, c'est-à-dire les cours suivis, les révisions, le jour de l'examen, etc. Oui, effectivement, ça n'a pas été facile parce que il faut quand même, à un moment donné, il faut de l'humilité. Parce qu'à mon âge, aller rester parmi les enfants, ce n'est pas facile. Mais comme c'est une volonté que j'ai et c'est une détermination que j'ai eue, vraiment j'ai surpassé cette honte-là. Et je suis allé faire le bac sport comme tout autre. Je suis allé faire le bac sport comme tout autre. J'ai fait le 100 mètres et j'ai fait le poids. On m'a également interrogé et j'ai répondu au questionnaire qui m'était posé. Donc, pour l'examen, ça n'a pas aussi été facile parce que tout le quartier, il y a tous les enfants qui font la terminale. On s'est retrouvés d'abord au bac sport. Ils se disent, mais papa là aussi va au bac. Donc, tout le quartier était au courant que c'est comme ça, je dois aller passer le bac. Également, au lycée Togoulé là-bas, où j'ai passé le bac avec tous les enfants du quartier, tous ceux qui me connaissent. Mais comme je le dis, je n'ai pas eu honte parce que c'est une volonté que j'ai eue. Moi, je n'ai pas eu honte de ça, d'être assis parmi mes enfants, et je n'ai pas eu honte de ça. Et ça m'a permis vraiment de bien travailler sans regarder derrière. Donc, quand on a un objectif fixé, je pense qu'on doit oublier la honte, on doit oublier que je suis grand, je suis tant, et voilà ce qui m'a valu ce bac que j'ai obtenu. Votre histoire est intéressante. Alors, dites-nous ce qui vous a motivé à reprendre les cours après avoir servi le drapeau. C'est pas seulement après ma retraite que j'ai commencé à poursuivre mes études. C'est depuis quand j'étais encore dans l'armée, en 2018, que j'ai eu l'inspiration de toujours continuer les classes parce que il y a un adage qui dit que là où il y a la fin de l'espoir, là commence aussi le début de la mort. Donc je me suis dit non, dans la vie, faut jamais s'arrêter, faut jamais dire que je ne peux plus rien faire. Ce qui m'a plus motivé, c'est que quand j'étais en troisième, quand j'étais pas encore dans l'armée, j'ai brillé à l'école, mais c'est fait que je suis allé échouer. Ça m'a laissé une plaie au cœur. Je fonctionnais, j'avais de l'argent, mais je n'étais pas à l'aise. J'avais un manque en moi. Donc, à partir de 2018, j'ai dit non, il faut que je reprenne les classes. Donc, j'ai recommencé à partir de troisième en 2018. Et ça, j'étais candidat libre. Et je suis allé faire le sport comme tout autre. Et j'ai réussi. Là, j'avais réussi avec mention bien. Ça m'a encouragé. Et je devais m'inscrire l'année qui a suivi, 2019. Mais c'est fait qu'il y avait problème de Covid. J'ai pas pu m'inscrire. Donc, l'année qui a suivi également, je me préparais pour une mission au Niger et j'étais allé. Donc, je n'ai pas eu le temps de m'inscrire. Donc, je suis revenu en 2021 et je me suis inscrit directement, sans passer par la seconde. Je me suis juste inscrit directement dans une école privée pour continuer. Donc, je n'ai pas fait la seconde. Donc, je suis allé directement passer le bac 1. Et je m'inscris seulement sans aller à l'école. À la maison, je me débrouille seul, sans répétiteur également. Et Dieu aidant, je suis allé et j'ai réussi. Pour le probable de l'année passée, je n'avais pas fait le bac sport. Donc, on m'avait donné 0. Or, c'était une matière. Ça ne m'a pas empêché quand même de réussir. Ça m'a encore donné le courage. Et cette année, je me suis fait encore inscrire maintenant pour la terminale. Et ce qui m'a également aussi motivé, c'est mes enfants. Mes enfants, puisque je leur ai dit, il faut que tout le monde ait son bac. Donc, l'année passée, je m'étais inscrit dans une école où ma Benjamin faisait la terminale. Et moi-même, je faisais la première. Donc, c'est comme ça s'est passé. Et elle a réussi. Et moi aussi, j'ai réussi. Donc, mes enfants sont devant et je ferme la marche. Donc, c'est une fierté pour moi d'avoir aujourd'hui mon bac. Je suis très heureux pour ça. Alors, sûrement que vous avez un objectif que vous poursuivez ou vous relevez un défi. Oui, bon, je suis en train de relever le défi, comme je vous l'ai dit, parce que ça dit que j'avais en moi ce diplôme qui était égaré. Donc, c'est un défi que j'ai relevé aujourd'hui. Même si je ne fais plus rien, mais le fait déjà que j'ai mon bac, ça, je suis content. Bon, maintenant, vous savez, dans la vie, il faut se rendre utile pour sa société. Donc, je me suis dit que je me suis rendu utile pour ma société. Je me suis rendu utile dans ce sens que, aujourd'hui, je peux répéter les petits enfants qui sont là, ceux-là qui sont avec moi, ou ailleurs, je peux les répéter. Au lieu que je sois à la maison pour ne rien faire,
Aujourd'hui, il y a la capacité au moins de répéter les enfants pour qu'ils aient aussi un niveau, qu'ils puissent continuer aussi leurs études. Major Damitotine Tienibé, on va finir par votre exhortation aux autres, les élèves, les parents. Ouais, d'abord, mon message, comme vous l'avez dit, les jeunes qui se disent qu'ils ne peuvent plus rien faire. Ils pensent qu'il y a un peu manque de volonté. Ils peuvent le faire. Si moi, à mon âge, à 55 ans, je ne suis pas allé à l'école, je suis resté à la maison, apprendre et réussir, je pense que s'ils ont la volonté, ils peuvent réussir. Et je les encourage à avoir cette volonté pour pouvoir réussir. Et à tous les jeunes en général, je leur dis vraiment que aujourd'hui, nous sommes dans une génération où on a plus d'atouts pour la réussite. Parce que les réseaux sociaux aujourd'hui, l'Internet aujourd'hui, quand vous fouillez mon portable, vous allez voir que toutes les matières que j'ai eu à composer, j'ai téléchargé ça sur les réseaux sociaux. J'ai téléchargé sur YouTube les enseignements. Les professeurs qui sont en train d'enseigner au niveau du Cameroun, au niveau du Burkina, les Togolais que j'ai téléchargés, et c'est ça que j'ai appris. Donc, au lieu que ces moyens que nous avons aujourd'hui, à savoir l'Internet, WhatsApp et autres là, au lieu de laisser ces choses-là détruire nos vies, on peut les utiliser pour construire nos vies. Donc, il faut que nous utilisions ça positivement. Maintenant, j'ai aussi un mot à l'égard des parents. Vous savez, aujourd'hui, c'est vrai que avoir un portable Android, c'est une bonne chose. Mais il y a un âge pour ça. Parce qu'aujourd'hui, vous allez voir dans les écoles, un petit enfant qui tient un portable Android, que son professeur même n'en a pas. Quel respect il doit à ce professeur-là? Donc, ça fait que il y a un manque de respect au niveau des écoles et que vraiment, c'est un problème. Ça joue sur les enfants. Donc, on ne refuse pas que les enfants aient ces moyens-là, mais il faut vraiment que nous soyons sages pour ne pas utiliser ça pour détruire nos enfants. Par exemple, chez moi ici, c'est que les hommes m'avaient trouvé comme un dictateur, mais ça m'intéresse comme ça parce qu'aujourd'hui, je me réjouis de ça. Chez moi, si tu n'es pas bac, tu n'es pas portable. C'est ce que j'avais instauré. Si tu n'es pas bac, tu n'es pas portable. L'école, c'est à côté. S'il y a problème, je serai au courant. Donc, c'est ce que j'ai fait. C'est pas la peine de laisser les enfants à eux-mêmes avec ces gros portables qu'ils utilisent pour faire quoi? S'ils sont conscients, ils utilisaient ça pour la bonne marche de leur étude, c'est bien. Mais ils utilisent ça pour la destruction de leur destinée. Donc, encore une fois, j'interpelle nos parents. Oui, nos parents, puisque moi, je suis élève. J'interpelle surtout les jeunes aujourd'hui. Tout le monde peut apprendre. Tout le monde peut réussir. Il y a un homme de Dieu qui a dit never say never. Ne jamais dire jamais. Parce que tout est possible à celui qui veut. C'est pas la peine qu'il se laisse détruire par les réseaux sociaux. Merci beaucoup, Major Damitotine. C'est à moi de vous dire merci et je remercie toute la radio Lomé pour tout ce qu'elle fait. Damitotine Tienibé, militaire RSA à la retraite, 55 ans, nanti aujourd'hui de son bac 2, compte poursuivre avec les études universitaires. Comme quoi, le bonheur, ce n'est pas seulement avoir de l'argent, mais c'est aussi arriver à assouvir ses rêves. Ne jamais dire jamais. Une histoire touchante, elle nous enseigne une seule chose, ne jamais abandonner. Écho du palais, affaire de famille, cette fois de meurtre. Les querelles en famille peuvent parfois donc conduire au meurtre. C'est le cas du nommé Sekou qui a tué son petit frère Borona lors d'une bagarre. Qu'est-ce qui a été à l'origine de ce drame? Hélène Assabi. Célibataire sans enfant, Sekou est un cultivateur de 32 ans demeurant à Blita. Le 8 avril 2020, son petit frère Borona, revenu du marché de Tifama, est allé se plaindre à leur mère de ce que son grand frère Sekou l'a diffamé auprès du sieur Bozisso. Il explique en effet que Sekou a dit à ce dernier qu'il est l'auteur des vols répétitifs de ces régimes de bananes. Sekou ayant surpris la conversation entre Borona et leur mère, s'est saisi d'une machette et a menacé de mort son petit frère. Ce dernier, pris de colère, invite son grand frère dehors, sous un arbre à côté de leur maison, pour le combat, ceci malgré les efforts de leur mère pour les en empêcher. Le combat n'a même pas commencé quand Sekou assène à son petit frère Borona 2 coups de machette mortels, dont un à la tête et l'autre à l'épaule. Grièvement blessé, il est transporté au centre hospitalier préfectoral de Blita. Vu la gravité de ses blessures, il est référé au centre hospitalier régional de Sokodé. Mais faute de moyens financiers, ses parents ont décidé de rebrousser chemin pour lui procurer des soins à la maison. Malheureusement, sur le chemin de retour, il rend l'âme. Dans la foulée, Sekou est interpellé par la gendarmerie. Devant la cour d'assises de Kara, l'accusé est déclaré coupable des faits qui lui sont reprochés et est condamné à 10 ans de réclusion criminelle.
À samedi prochain pour une autre affaire. À samedi prochain, Hélène Sabi, les sports du football, début hier des coupes continentales de clubs masculins. Le club ASC de Kara reçoit cet après-midi au stade de Kégué à Lomé, à Fad de Côte d'Ivoire. C'est une confrontation du premier tour préliminaire aller de la Coupe CAF. Une victoire sur la Fad permettrait à ASC d'entamer le match retour avec espoir dans une semaine à Abidjan. Théophile Dandako. Sur le continent, depuis 2019, la SCK de Kara a d'expérience nécessaire pour réussir face à AFAD d'Abidjan à partir de 15h cet après-midi au stade de Kégué à Lomé. La SCK s'est bien préparée, réagit Sibabi Akbo de l'encadrement technique des chauffeurs de Kara. Côté AFAD, Jacques Anouma assure « Nous ne sommes pas à Lomé pour faire n'importe quoi ». Les deux clubs s'affrontent pour la première fois. D'autres affiches de ce calibre sont en cours sur le continent. Peruviero d'Angola joue contre Belle Lumière. AS Douanes du Burkina Faso rencontre FC Calon. Demain dimanche, Casa Sport du Sénégal se mesure à Étoile Filante de Ouagadougou et Faux. La Coupe CAF concerne les clubs ayant remporté les coupes de leur pays ou encore ayant terminé entre la 2e et la 6e place au classement selon le niveau de football des pays. Autre compétition sur le continent, la Ligue des Champions. Asco de Kara accueille à cet effet Asfar du Maroc demain dimanche au stade de Kégué à Lomé, un match que le public sportif pourra suivre sur les antennes de Radio Lomé. D'autres affiches et combinaisons de ce calibre opposent Coton Sport du Garoua du Cameroun à ASEC d'Abidjan. Nouadhibou sera face à Al-Ali et Enimba du Nigeria, aura comme adversaire Al-Ali Benghazi de Libye, et ce seront donc des affiches pour le compte de la Ligue africaine des champions. Théophile, la revue de presse pour clôturer. Les journaux cette semaine se sont intéressés au congrès des partis politiques, notamment celui de l'UFC, tenu le week-end dernier. La revue de presse est avec Yao Kamake. Bouleversé par une crise de leadership ces derniers temps, clame le journal hebdo Le Libéral, l'UFC a finalement tenu son congrès et comme cela a été le cas ces dernières années dans le paysage politique togolais, fait remarquer le confrère, c'est le premier responsable du parti Gilles Christ Olympio qui a été reconduit pour continuer à tenir la ligne directrice du parti. Ce plébiscite de l'opposant charismatique à la tête de cette vieille formation politique de l'opposition, estime le libéral, vise à calmer les ardeurs des uns et des autres qui se bousculent dans les coulisses pour succéder aux vieux. Depuis la crise de 2010 où le parti a perdu une bonne partie de sa substance, notamment avec le départ de la bande à Jean-Pierre Favre, rappelle l'hebdomadaire, la formation de Gilles Christ Olympio n'est devenue que l'ombre d'elle-même. C'est en tout cas un congrès qui n'a pas fait de cadeau à l'ancien ministre Elliott Oyin, l'un des protagonistes de la dernière crise qui secouait le parti depuis quelques mois. Au journal de conclure que si la guerre des clans a finalement tourné en faveur du clan Ali Puy, on peut déduire que la sagesse n'a pas prévalu avant de conseiller les deux courants qui s'affrontent aujourd'hui à l'UFC de taire plutôt leurs divergences et leur ego pour faire avancer les choses au lieu de continuer à s'entre-déchirer. Loin de prendre sa retraite politique, écrit l'hebdomadaire Canal D, le fondateur de l'UFC et chef de file de l'opposition sonne la fin du rififi au sein de sa famille et relègue une probable alternance au calende grec. Une reconduction qui fait titrer le journal Ouara les vainqueurs. Congrès statutaire de l'UFC, enfin un nouveau départ. 13 ans après la tenue du précédent congrès, commente Ouara les vainqueurs, le congrès du 12 août dernier a permis au parti du Palmier Rouge de mettre fin aux incompréhensions qui ternissaient l'image du parti et partant de toute l'opposition togolaise. Un autre sujet ayant retenu l'attention des journaux dans leurs colonnes, c'est le meeting de l'ANC, tout comme la sortie médiatique du président national de l'ANC, Jean-Pierre Fabre. Une sortie médiatique qualifiée de très remarquée au sein de l'opposition togolaise
par le quotidien Togo Matin. Au point de s'interroger à sa une, l'ANC a-t-elle fini de ressasser ses dernières illusions? Ou encore, doit-on affirmer que le parti effectue son grand retour sur la scène politique? L'ANC semble retrouver ses capacités et ses habitudes d'antan, estime le confrère qui affirme que le parti de Jean-Pierre Fabre continue de réclamer la reprise du recensement électoral dans la zone 1. Concernant le meeting de l'ANC, l'hebdomadaire Le Dialogue l'assimile aux appétits des leaders de l'opposition qui sont à pied d'œuvre pour avoir une place de choix dans le giron politique à la veille des élections législatives et régionales qui arrivent en grande enjambée. Le journal n'a pas digéré la sortie de Jean-Pierre Fabre et son attaque contre les sorties de Monseigneur Podro que le confrère juge de hasardeuse. À tout point de vue, affirme le journal, la guéguerre entre les leaders de l'opposition à l'approche des élections est loin de connaître un terme. La polémique revient toujours et l'opinion se demande avec raison pourquoi sont-ils déchirés au lieu de se focaliser sur la mobilisation des populations. Depuis la dernière élection présidentielle, souligne pour sa part Ouattara les vainqueurs, que l'ANC a amorcé sa descente aux enfers. Jean-Pierre Fabre a du mal à avancer avec une nouvelle vision pour son parti et ne manque pas d'occasion pour parler de la façon dont les autres partis le combattent. Une réflexion qui reflète le titre du journal « En panne de stratégie politique, l'ANC accuse tout le monde ». Pluriel, le magazine hebdomadaire de Radio Lomé. Le journal magazine Pluriel de ce samedi, c'est fini. Merci à toute l'équipe qui a permis sa réalisation et sa mise en onde. Avant de nous séparer, le rappel des titres. Valorisation de la ressource humaine, le chef de l'État Faure Essozimna Niazingbe a intégré le volontariat dans la politique nationale de développement. Plusieurs fêtes traditionnelles ce samedi dans la région maritime. On célèbre Dounignonzan dans le Grand Lomé, Rogbezan dans le Yoto Festapa, dans la V et Kmovezan à Kmové dans la préfecture de Haro. Ce samedi 19 août marque également la journée mondiale de l'aide humanitaire. Elle rend hommage à ceux qui ont perdu la vie au cours de leur engagement humanitaire. Nous avons eu deux invités, Maître Sylvestre Gorsou, qui est revenu sur les tests régissant le secteur du blanchiment d'argent et les sanctions. Un deuxième invité, c'était Damitotine Tienibé, un militaire retraité qui a eu son bac à 55 ans, qui nous a raconté sa belle histoire. Les autres rubriques de tous les samedis, les échos du palais, les sports et bien évidemment la revue de presse. Bon appétit si vous êtes à table.